Bonjour à tous. Et ben c'est parti. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est l'intégration multi-cloud. Donc on va partager avec vous quelques recettes vous permettant de vous préparer à une intégration dans un écosystème multi-cloud, donc un écosystème avec différentes branches de l'entreprise qu'on va chercher à fédérer et des partenaires externes. Donc les travaux qu'on va vous présenter sont issus de travaux qu'on a pu faire chez un panel de nos clients qui sont assez représentatifs en fait des grandes questions et des éléments techniques, puisqu'il y aura une petite partie technique effectivement qu'on abordera. Donc comme je disais, on va d'abord poser un petit peu les définitions, les enjeux, les attentes. Ensuite, on va parler de la recette, on va parler des solutions technologiques et on conclura sur un take-away et des perspectives. Alors déjà, on va peut-être commencer par quelques chiffres. Donc des chiffres récents, d'autres un peu moins. Donc voilà, on peut commencer peut-être par celui d'Oracle qui tente à dire que finalement, demain, une majorité d'entreprises adopteront une stratégie multi-cloud, voire avec 2 ou plusieurs clouds, etc. Un autre sujet important, c'est les ERP en fait. Les ERP dans un système d'information sont souvent le barycentre, on va dire, des fonctions et donc indirectement des échanges. Donc c'est ce qu'on a pu constater, c'est que quand on va traiter des problématiques d'intégration, il va falloir aussi traiter des problématiques autour des ERP. Donc dans cette dynamique de mouvement vers le cloud, donc on voit par les chiffres que demain la croissance se fera plutôt vers le cloud et les changements plutôt vers le cloud avec les ERP. Ces ERP bougeront vers le cloud, quelque part, il faudra traiter de cette problématique d'intégration multi-cloud. D'autres chiffres issus de sondages internes CGI, qui sont le reflet en fait de recueil clients, tendent à montrer que les leaders digitaux vont vers le cloud et vont vers le multi-cloud. Et ça va leur procurer un avantage en fait, tant au niveau de la modernisation des applications, de tout ce qui est management d'environnement hybride. Le multi-cloud, donc aujourd'hui, c'est, on va dire, une tendance. Donc par ces chiffres et par les projections là que je vais vous emmener, demain, ce sera une certitude. La SaaSification des ERP, la SaaSification des verticaux font que certains workloads importants bougent, on va dire, vers le cloud et que donc il va falloir se traiter de cette problématique d'échange entre les différents systèmes. Il y a aussi ce qu'on voit apparaître, une tendance à utiliser différents clouds pour poser différentes briques. Donc un cloud plutôt pour les applications, un cloud plutôt pour les data et parfois des clouds aussi pour gérer les parties industrielles. Donc tout ça, ça tente à montrer qu'il y a un éclatement en fait des fonctions et donc du coup qui dit éclatement dit connectivité. Il y a aussi des problématiques de dépendance. Donc quand on va en choisir plusieurs, c'est aussi parfois pour être indépendant et avoir plus de souplesse et répartir les workloads. On a déjà franchi le cap aussi sur l'hybridation des SI finalement où c'est déjà un fait, et donc quelque part le multi-cloud est l'étape d'après. Alors les challenges, on ne va pas tous les traiter dans la présentation d'aujourd'hui, on va s'atteler à traiter les 2 premiers et le dernier. La sécurité, certains de nos collègues l'ont traité précédemment dans les futures présentations. Donc les complexités d'architecture, on s'en doute, il va y avoir des migrations, donc des transformations, soit on va bouger les applis telles quelles, soit en fait on va les refaire, mais quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, il va falloir refondre et repenser les flux et les échanges. L'agilité de l'organisation, donc on part historiquement d'un système d'information et d'une gouvernance qui est peut-être un peu moins agile que ce qu'on doit faire sur cet écosystème cloud. Donc il y a des travaux aussi à penser au niveau de l'organisation pour la rendre en capacité de supporter cette intégration multi-cloud. Et la data gouvernance, on s'en doute, on voit que les données vont passer d'un cloud à l'autre et qu'il va falloir en fait les suivre et être en capacité de les interpréter. Donc ici une représentation de l'entreprise. Donc une entreprise, sa vie. Une entreprise, ça peut être constitué de plusieurs filiales qui sont issues de rachats, d'organisations différentes, qui ont des modalités de travail donc différentes, soit agiles, soit moins agiles, des digital factories qui travaillent en général dans l'agilité, et des fonctions centrales. Toutes ces branches, en général, ont des modalités de travail et des clouds différents. Donc du AWS, du Azure, du Google, posés sur soit ventilés selon les différentes
thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, applicatif ou data par exemple, ou ventilé par filiale, avec un choix ou plusieurs choix qui sont faits. Donc on voit que ça appelle d'autres questions. Toutes ces branches, à un moment donné, il faut les faire communiquer. Il y a donc cette notion de convergence de données. Il y a une question d'autonomie. Ces branches ne veulent peut-être pas avoir un cadre trop rigide défini en centrale qui va leur imposer des façons de travailler qui va nuire à l'agilité. Mais il y a aussi besoin de cadre, parce que sinon on devine que ces échanges vont devenir beaucoup plus complexes à gérer. Il y a aussi donc une petite subtilité par rapport à ce qu'on peut voir en termes d'échanges applicatifs, où on est plutôt sur des échanges dans un domaine, dans des applis, sur un écosystème régi. Là, on est vraiment sur des échanges, sur des grands process de l'entreprise. Donc c'est des process traversants, où on va partager des gros objets, par exemple le client, certains éléments de contrat, des produits, etc. Donc on est plutôt sur des échanges, parfois par nécessité synchrone, et d'autres où on est plutôt en asynchrone. Donc on va aborder aussi quelques bons éléments de recette quelques bonnes questions pour aborder cette recette, la recette de l'intégration multi-cloud. Donc se poser la question de savoir quelle est la stratégie de l'entreprise de demain, de savoir si le barycentre est plutôt cloud, s'il y a des orientations là-dessus, s'il y a des orientations business qui vont permettre la SaaSification, la nature et la maturité de mon organisation. Donc ça va être, c'est elle qui va porter en fait la capacité à opérer. Les capacités des outils, donc on a souvent des outils historiques qu'on souhaite faire évoluer au regard des fonctions de demain, ou pas. Les inducteurs de transformation, très important, parce que faire de la transformation au niveau des échanges multi-cloud pour faire de la transformation, c'est souvent difficile à avancer. Donc il faut trouver des grands programmes de transfo. Les sponsors qui vont aider à faire tout ça. Les capacités de supervision, qui est le pendant en fait, du process traversant de la donnée. Et quelle approche à utiliser? Soit des approches plutôt iPaaS, donc des solutions dédiées, soit des approches de composite, voire des approches tactiques. Donc, les 4 grands ingrédients, finalement, pour se poser les bonnes questions pour préparer son intégration multi-cloud sont des éléments autour de la vision. Il faut savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Des éléments autour de l'organisation. Donc on a des centres de compétences classiques, voire des centres de compétences distribués qui vont porter ces fonctions et donc se poser la question de savoir, de connaître la nature de là où on est pour là où on veut aller. Des outillages qui sont constitués par pattern, supervision et des inducteurs. Donc les inducteurs, on a commencé à en parler tout à l'heure, donc ça peut être le move to cloud, des programmes d'obsolescence, de transformation ou de l'obsolescence à traiter en fait. Et je vais laisser la parole à Pierrick qui va on va rentrer dans les problématiques, on va dire, autour de la technologie. C'est ça, merci Jean-Marc. Donc là, l'idée, ça va être de voir l'impact qu'a l'intégration multi-cloud plutôt d'un point de vue technologique et solution. Dans un premier temps, partons des besoins d'intégration d'une entreprise. Même dans une trajectoire multi-cloud, les besoins d'intégration sont toujours portés par 2 grandes familles. On a les besoins synchrones et les besoins asynchrones. Et dans chacune de ces familles, on a les patterns qu'on connaît tous, ou quasiment tous, très bien. Le pattern API est clairement un des patterns qui a une vraie croissance et un vrai coup à jouer dans cette intégration multi-cloud parce que ça permet d'abstraire quelque part la technologie sur laquelle on a développé les services et pouvoir du coup abstraire la complexité des différentes bulles des clouders. Et aujourd'hui, avec les technologies d'API management qui émergent, c'est beaucoup plus simple de pouvoir manager et gérer son API et pouvoir la rendre visible. En sachant que dans la partie multi-cloud, on a aujourd'hui une limite qui est en train d'être résolue, mais c'est surtout la fédération de ces différents API managers qu'on va du coup voir émerger sur chacune de ces bulles des clouders. On aura un peu plus de détails après dans les slides. On a aussi le pattern USB qui a toujours des choses à faire dans cette intégration, plus sur l'orchestration simple d'appel de service, mais aussi de transformation légère quand même, mais transformation de la donnée tout de même. Le pattern MOM, quant à lui, il répond à des cas d'usage qui émergent, le temps réel, l'IoT, mais aujourd'hui, de ce que l'on voit, il est quand même plus placé à l'échelle d'un projet ou d'un programme plutôt qu'à l'échelle de l'entreprise, voilà, plutôt qu'à l'échelle, contrairement aux autres patterns qu'on a pu avoir.
Le MFT a toujours de belles heures devant lui. On remarque que ça a beau être quelque chose qui existe depuis le commencement. Il est compris, facilement implémentable et répond à aussi des cas présents dans le multicloud pour transférer des données entre les différentes parties prenantes. Et enfin, l'ETL est certainement le pattern qui, lui, est en réelle transformation. On la constate sur 2 axes principaux. Le premier, c'est que c'est un pattern qui tend à se spécialiser sur des problématiques bien spécifiques, comme la data science par exemple, où en fait on va plutôt avoir des produits spécifiques au cas d'usage qui intègrent des fonctions d'ETL plutôt qu'un pur produit d'ETL. Et enfin, aujourd'hui, sur les produits historiquement ETL, on va constater 2 choses. La première, c'est que ils convergent aujourd'hui vers des capacités semblables à l'ESB, à l'API. Donc, ils ont une roadmap de convergence vers de l'iPaaS. Et aussi, dans les entreprises, on a de plus en plus de patterns ELT où la transformation est plus déportée et pas forcément portée par ces outils. Donc, c'est vraiment un pattern qui aujourd'hui, de notre vision, est en transformation pour soit spécialisation, soit plutôt transport de la donnée plus que la transformation, qui est aujourd'hui facilement réalisable aux bornes des applications ou avec la partie USB. Maintenant, on va s'attacher à voir quelle est la stratégie que l'on doit mettre en œuvre au travers de ces différents patterns. Donc, le Gartner a cité en 2019 5 approches globales d'intégration hybride. Parmi ces 5, il y a la partie plateforme d'intégration historique. Donc, ce sont des trajectoires sur du hybride et nous, on le porte à une problématique multicloud. Sur la partie plateforme d'intégration historique, la problématique que l'on va avoir sur le multicloud, ça va être l'infogérance, la maintenance de cette plateforme parce qu'elle est à la main de la société. Ça va être la gestion de l'obsolescence des différents composants de cette plateforme. Donc, elle a peut-être quelques limites pour la vision multicloud. De l'autre côté, on a des approches code spécifique FPaaS qui sont beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus techniques, donc peut-être pas de notre vision apportée à une échelle multicloud. Donc on sent qu'il y a vraiment 2 approches qui émergent. C'est d'une part la gestion API plus iPaaS, l'approche API plus iPaaS, et la seconde, c'est l'utilisation des outils des clouders parce qu'évidemment, ils viennent avec leur panoplie entière de solutions. Du coup, on va s'attacher dans la prochaine slide à voir un comparatif de ces 2 approches en sachant que ce comparatif est basé sur une étude qu'on a pu réaliser dans un contexte particulier. Le plus important, c'est surtout de ventiler les critères avec vous plutôt que le résultat parce qu'évidemment, le résultat est complètement différent quels que soient les clients, quel que soit le contexte. Mais sur les critères que l'on a aujourd'hui, les principaux pour porter ce choix sur cette approche, on voit qu'il y a une notion de portabilité parce que si on fait des développements sur un cloud, si on souhaite, par exemple sur Azure, et on souhaite les porter après sur AWS, on voit que, en tout cas dans l'étude qu'on a réalisée, ça rendait complexe ces migrations-là, parce que la portabilité est plutôt faible entre ces 2 clouders, alors que l'approche API iPaaS, pour le coup, si on distribue le même langage sur chacun des clouders, sur la même manière, sur l'unification des connecteurs, on n'a pas la même maturité. Les outils clouders vont avoir des enablers pour pouvoir plutôt techniques se connecter à des bases de données ou autres, alors que des produits API iPaaS vont avoir une maturité vers des applications, des connecteurs maintenus et autres. Donc l'étude qu'on a fait, c'était... Les ERP aussi. Oui, les ERP aussi. L'étude qu'on a fait montrait que dans le contexte client, il était préférable d'avoir des connecteurs type application. À valeur ajoutée. Oui, c'est ça, à valeur ajoutée. Concernant la transformation de données, il n'y a pas de réel discriminant. Ce n'est pas là-dessus que le combat s'est réalisé. Les 2 approches proposent des fonctions qui permettent de traiter cette transformation de données. De la même manière pour les capacités d'intégration. Sur la notion de citizen integrator,
comment dire, les approches sont assez différentes. Sur la partie outils Cloudr, on va avoir un accès beaucoup plus simple à la fonction parce que c'est bien documenté et parce que c'est presque du self-service de l'outil qu'on veut utiliser. Alors que la partie API iPaaS, on va plutôt avoir la facilité de partager la connaissance, de la diffuser sur des portails, la réutiliser entre les différentes équipes. Donc globalement, il n'y a pas eu de discriminant sur ces deux approches, même si elles sont différentes. Donc en fonction du contexte, ça va évidemment changer le rapport de force. De la même manière, l'industrialisation des flux, c'est quelque chose qui est aussi fondamental lorsqu'on s'ouvre sur la partie multi-cloud. C'est plus facile si on expose les outils iPaaS avec des API, de les outiller, parce que ça sera la même chose qui sera unifiée sur toutes les plateformes, alors que l'industrialisation ne sera pas la même sur AWS que sur Azure et autres, donc ça refait du développement. De la même manière, gestion des compétences, évidemment, quand on a une seule technologie qui est répandue sur toutes les bulles, c'est plus facile à maintenir. Alors que si on souhaite faire des premiers pas, une approche tactique, on va beaucoup plus vite sur les outils Cloudr parce que accessibilité à la fonction qui est facilitée et parce que on n'a pas tout un setup de plateforme à mettre en œuvre, donc ça répond aussi à une certaine facilité de mise en place des flux. Très bien. Oui, donc pour mettre quelques technologies, quelques noms derrière ces approches, l'API iPaaS, vous remarquez en fait sur les différents logos, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a historiquement des pure players de l'ESB ou de l'ETL et on voit cette convergence des capacités aujourd'hui chez les différents éditeurs qui vont vers une convergence iPaaS qui cumule l'ESB, l'API, l'ETL, voire même le MFT. On a aussi quelques pure players qui aujourd'hui, vous les voyez en dessous, qui ont leur histoire à écrire et qui écrivent déjà leur histoire sur l'intégration multi-cloud, qui ont des vrais différenciants qu'on voit émerger chez nos clients. Et les outils Cloudr, vous les connaissez bien, on a les Azure, AWS, GCP, les trois principaux que l'on a. Donc, si on résume le challenge des outils, donc on en a parlé tout à l'heure, donc on a vu des organisations distribuées avec différentes façons de travailler. Pour pouvoir faire parler tout le monde, il va falloir apporter une capacité à fédérer. Donc on le voit sur des produits de MFT et d'API en particulier, cette capacité à pouvoir fédérer différentes gateways ou différents produits pour pouvoir les faire collaborer en fait. Sur le MFT, c'est pareil, on va pouvoir déposer des workloads sur les différents clouds pour pouvoir faire en sorte de limiter en fait les échanges entre les différents clouders et faire en sorte de faciliter dans un domaine et lorsqu'il faut franchir les barrières du domaine ou de l'organisation, pouvoir le faire par la fédération. La notion de Citizen Integrator est une notion qui est extrêmement importante avec l'autonomie, qui va permettre d'accéder à la ressource et de faire en sorte, dans une optique d'agilité, de faciliter en fait la mise en œuvre. Il y a la notion, on a l'autonomie, mais on a aussi besoin de gouverner tout ça. Donc on attend sur trois strates, on va dire. La strate architecturale, les design authority qui vont définir la vision, la roadmap de l'intégration au sein de l'entreprise, les différentes façons de faire évoluer les patterns d'entreprise et de construire aussi des offres de services. Donc des offres de services dédiées à l'intégration globalisée ou des offres de services spécialisées. Donc là, on reste quand même dans le conceptuel. À un moment donné, il faut rentrer dans les opérations aussi. Donc il faut mettre le pendant de ce qu'on vient de dire, là, donc de l'architecture de l'offre de service, jusqu'à ceux qui vont opérer pour servir la fonction dans l'entreprise. Donc on voit que l'organisation, la notion d'autonomie et de cadre est quand même... il faut la traiter en fait. Et la portabilité, dans certains cas, il est important, en tout cas on a eu des demandes, où cette notion de capacité à porter d'un cloud à l'autre a un intérêt en fait, qu'il faut traiter, et donc dans ce cas-là, il faut le regarder au niveau des outils. Donc pour conclure, finalement, pour bien préparer sa transformation, il faut savoir où on en est, au travers de trois piliers. Donc sa situation organisationnelle, on est souvent plutôt dans des choses moins agiles, tendre vers l'agilité, permettant de distribuer la fonction. La situation de l'outillage, donc Pierrick en a parlé, on regarde quand même, on voit qu'il y a quand même une convergence des différentes capacités d'intégration au sein de Membrick. Il y a la notion aussi de FinOps à bien prendre en compte parce que certains patterns, je pense à l'ETL, peuvent être abordés différemment et donc avec le pendant consommation derrière. Il y a aussi la conception des échanges à faire de façon efficiente. Quand on a une approche
avec distribué au sein de l'entreprise et qu'on souhaite faire collaborer l'intégralité de l'entreprise, entre ces différents clouders où parfois il y a des coûts d'entrée-sortie plus importants, il va falloir concevoir en fait des échanges, soit à l'aide des outils, soit par la méthodologie qui permettent d'être plus efficient en termes de communication. Et enfin, le sponsorship, donc pour opérer et pour supporter, pour opérer on va dire le move to cloud, la transformation cloud, et donc quelque part supporter la fonction échange, il faut trouver des projets qui vont permettre d'opérer la transformation des architectures échanges existantes vers les architectures de demain. Donc il y en a quelques-uns, hein. Les move to cloud, forcément, on l'a vu tout à l'heure, qui dit application qui bouge, dit flux qui bouge. Les programmes de transformation des grands verticaux, l'industrie, la supply chain, des sujets autour du digital twin, voilà, ça va bouger, ça va permettre de bouger en fait des écosystèmes complets. Et un autre qui est assez intéressant, tout ce qu'on appelle les Digital Integration Hub, qui sont en fait un entre-deux entre des projets et une vision entreprise globale. Digital Integration Hub, c'est sur un vertical, ça peut être des grands programmes de transformation, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont avoir l'avantage d'embarquer l'ensemble des patterns qu'on a vus tout à l'heure et donc de poser la question sur quelle plateforme je dois choisir pour adresser en fait ma transformation multi-cloud. Parce que ces Digital Integration Hub peuvent aussi, et on le voit beaucoup, agréger des solutions SaaS ou des solutions composites. Ce qu'on constate pour cette intégration multi-cloud, c'est que souvent les premières briques nécessaires sont une brique synchrone, une brique asynchrone. Donc avec de l'API et du MFT, on arrive à traiter une bonne partie on arrive en tout cas à traiter les premières étapes de la transformation. Et une chose à ne pas négliger, qui est effectivement la supervision transverse, puisqu'on va, dans le cadre de ces intégrations multi-cloud, avoir passé les barrières organisationnelles. Et donc les données vont être véhiculées entre ces différentes organisations. Et chaque organisation a aussi des modalités de travail qui peuvent être différentes. Mais quand on s'engage sur la constitution d'un échange, la responsabilité, elle est sur l'ensemble de la chaîne. Donc apporter cette vision qui va permettre de pouvoir contrôler l'efficience des échanges dans l'écosystème. Et on a terminé. Donc si vous avez des questions.